It's exactly 1 p.m. Hello, everybody. We are happy to launch this online seminar series about mathematics and applications. The organizing team is composed of Badruddin Ben Hilal from the National High School of Mathematics, Abdel Asmar from the High School of Constantine, and myself, Mohamed Hashama from the National High School of Mathematics. So we chose this name of mathematics in color because, in fact, usually when we think about mathematics, we picture the black and white image of equations, of abstract logic, of some rigid rules. And we wanted to highlight the fact that there are many topics, different topics, a variety of topics in mathematics. There are different applications. And simply put, we want to see mathematics in colors. As for the format of the presentation, each presentation will be composed of two parts. In the first part, there will be some recourse, some reminders about some basics, notions, definitions, and results that will be used in the second, more specific presentation. Okay, so today we have the pleasure to welcome Professor Izao from the National High School of Mathematics. And in fact, Professor Izao is a well-known researcher in stochastic and applied partial differential equations. He has a long expertise and a long experience in different universities, both in Algeria and internationally, especially in Italy. And even in Algeria, he worked for different universities and lately for National High School of Mathematics. And today, we want to thank him for accepting this invitation. And today, he will talk about new research orientation for partial differential equations of parabolic type. The stage is yours. Thank you. Merci, merci. Je m'excuse, je parle en français. Alors, aujourd'hui, donc, je voudrais parler de, bon, disons, nouvelle orientation de recherche pour les équations dérivées partielles de type parabolique. Mais on commence de un cadre très général. Donc, la première partie est, comme vous voyez, quelque chose de assez élémentaire, mais fondamental, et qui suggère la deuxième partie. Et deuxième partie, donc, je vais introduire notre méthode et notre résultat et naturellement perspectives qui sont intéressantes. Bon, alors, nous commençons par la considération très générale des équations dérivées partielles. Donc, une forme générale, j'ai écrit ici, phi de x1, x2, etc., dérivée de u, etc., égale 0. Mais, à différence de l'équation différentielle ordinaire, et les équations dérivées partielles, nous n'avons pas de méthode générale pour résoudre les équations. Alors, nous sommes obligés à faire une classification et de suivre méthode séparée par chaque classe de équation. Alors, voyons un peu. Naturellement, la classification n'est pas complète, mais la partie, disons, plus importante sont ce que j'ai ici écrit. Avant tout, équation de premier ordre. Ce n'est pas toutes les choses que nous pouvons transformer en équation de transport, mais beaucoup d'équations de premier ordre peuvent être formulées comme équations de transport que j'ai écrit ici. Et Nabra est dérivé par rapport à x, seulement par rapport à x. Et puis, équation de second ordre. Alors, il y a trois types. Équation de type elliptique, exemple le plus important, est l'équation de Poisson, c'est la pression de U égale à F. Et puis, équation de type hyperbolique, c'est l'équation des ondes. Honnêtement, l'équation des ondes est variante.
Et puis, l'équation de type parabolique. L'exemple fondamental est l'équation de la Chade. Donc, la dérivée par rapport à t de u égale la fraction de u. Naturellement, on peut multiplier par une constante qui ne change pas la nature. Mais naturellement, cette classification ne complète pas toutes les équations. Par exemple, l'équation de Schrödinger n'appartient pas ni à elliptique, ni parabolique, ni hyperbolique. Alors, commençons par l'équation de transport. Donc, l'équation 1, équation N, équation de transport, où b de tx est une fonction donnée en valeur vectorielle. Par exemple, dans RD, des dimensions. Et avec par exemple, avec la condition initiale, u de 0x égale u0 de x. Et alors, ce problème de Cauchy, peut être résolu par la méthode des caractéristiques. Notamment, il faut supposer au minimum de régularité pour que les choses marchent. Mais si on suppose certaines régularités, on peut résoudre ce problème par la méthode des caractéristiques. Pour rappeler cette méthode caractéristique, je voudrais parler avant tout de la dérivée totale. Dérivée totale qu'on étudie au premier année de l'université. Et nous rappelons cette dérivée totale, la dérivée totale de fonction u de u de t et gamma de t, dérivée totale par rapport à t. Alors, comme nous connaissons bien, deviendra à la fin dérivée partielle de u de t, gamma de t, plus dérivée de gamma de t. Gamma est la fonction à valeur vectorielle. Multipliée scalairement avec le gradient gradient par rapport à x, gradient de t de gamma de t. Et maintenant, nous définissons la fonction gamma par la fonction b. Fonction b donnée. Alors, nous considérons cette équation différentielle ordinaire à valeur dans RD et avec la condition initiale gamma de 0 et un certain point x0. Alors, on peut, même ici, avec un minimum de régularité, on peut résoudre cette équation et cette équation, cette solution définit la fonction gamma de t. Gamma de t qui deviendra une famille de courbes à barrière de x0. Notamment, on peut résoudre cette équation en utilisant l'équation intégrale. C'est pratiquement la même chose. Bien. Alors, maintenant, si je substitue dérivée de gamma de x0 de t égale à b, dans l'équation, on obtient, comme vous voyez, c'est dérivée partielle de u plus b produit scalaire avec gradient de u égale à dérivée totale de u. À ce point, nous pouvons résoudre l'équation différentielle ordinaire. Donc ici, nous retournons à l'équation différentielle ordinaire. Donc, comme minimum de, disons, conditions, nous pouvons résoudre cette équation. Et nous pouvons la condition initiale. Alors, nous avons pratiquement résolu l'équation de transport. Donc, en résumant,
euh, on peut transformer l'équation de transport en une famille d'équations différentielles ordinaires. Et donc, équation différentielle ordinaire, nous connaissons sa solution. On peut résoudre cette solution, cette équation. Nous avons substitué cette solution. Nous avons résolu, nous avons obtenu la solution de l'équation de transport qui est équation dérivée partielle. J'ai parlé ici dans le cas de oméga égale à tout l'espace. Si ce n'est pas tout l'espace, ce n'est pas très difficile. Il faut naturellement certaines conditions qui évitent contradiction, mais grosso modo, on peut résoudre ce problème, même dans un domaine, quelconque domaine. Avec données, dans ce cas, il y a données, peut être, il y a données d'entrée. Bien. Maintenant, nous allons parler, nous allons passer à l'équation de second ordre. Alors, équation de second ordre, et, euh, par exemple, pardon, équation de second ordre, depuis l'époque d'Alembert, Euler, etc., qui ont commencé à étudier de l'équation de dérivée partielle jusqu'au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, on a cherché la solution, exactement la solution dans le sens classique. Avec à l'idée de l'analyse fonctionnelle, en particulier celle de l'espace de Sobolev, on a commencé à considérer comme un élément d'espace fonctionnel qui, naturellement, commode pour démontrer, par exemple, l'existence unité de la solution. Mais, par exemple, si vous considérez la norme d'une fonction, norme de fonction est un nombre réel, mais la fonction contient beaucoup plus d'informations. Alors, dans un sens, on a perdu cette information. Alors, maintenant, je propose de récupérer cette information de solution, en particulier solution fondamentale que nous allons voir, et à partir de cela, nous pouvons faire quelque chose de nouveau. Dans cette idée, nous avons travaillé dans cette période. Alors, rappelons quelles sont des fonctions, des solutions fondamentales. L'équation de type elliptique, l'équation typique, équation fondamentale sur l'équation de Poisson, donc l'appellation de E égale à f de x. Alors, si nous considérons la fonction que j'ai écrite ici, grand U de x égale à logarithme de valeur absolue de x si la dimension de l'espace est égale à 2, ou bien moins de 1 sur le coefficient multiplié par x, valeur absolue de x, dimension moins 2, si la dimension est plus grande ou égale à 3. Alors, cette fonction, avec une fonction donnée f de x, on fait la conversion. Alors, cet résultat de la fonction u0 qui dérive de cette conversion vérifie l'équation, l'opération de u0 égale à f. Si oméga, donc cet domaine est tout l'espace et dimension est plus grande que 3, alors il suffit que f est intégrable, on peut obtenir cette solution. Et l'exemple d'application est, par exemple, potentiel gravitationnel dans l'espace, tout l'espace, engendré par une masse distribuée dans l'espace avec la densité ρ de x.
Bon, par exemple, si vous voulez considérer, par exemple, mécanique mécanique terrestre, mécanique, par exemple, galaxie, alors, c'est la solution qui nous intéresse. Bien. Mais naturellement, quelqu'un dit que mais non seulement c'est ce qui nous intéresse ce cas, oméga peut être borné, peut être à au moins il y a frontière. Alors, on peut, il faut il faut corriger cette solution, mais toujours utilisant cette fonction. C'est un peu plus compliqué si quelqu'un est intéressé. Par exemple, dans le livre de Mikhailov, est expliqué assez bien. Pour l'équation des ondes, nous connaissons bien la solution de d'Alembert que j'ai citée ici. Alors, dans la dimension 1, espace dimension 1, alors, nous connaissons bien cette fonction qui résout le problème de Cauchy. Une onde qui va à gauche, une onde qui va à droite, la somme qui fait cette solution que nous connaissons bien. Dans le cas où dimension est plus élevée, qu'est-ce qui se passe? Une représentation similaire, mais beaucoup plus compliquée, et a été élaborée, Poisson, etc. Mais ça ne donne pas exactement directement la solution, mais on peut faire une comparaison, on peut utiliser, étudier donc équation des ondes pour la physique, c'est fondamental. Euh, pour des détails, par exemple, si vous voulez, vous pouvez regarder le livre de Evans. Nous arrivons maintenant à l'équation de la chaleur. Alors, l'équation de la chaleur, dérivée partielle de U égale à la fraction de U, ou naturellement, on peut multiplier par une constante. Cette équation a été formulée par Fourier et même sa solution a été donnée par Fourier dans son livre très connu de 1822, que j'ai cité ici, une photo. Dans ce livre, Fourier introduit aussi la série de Fourier. Transfert de Fourier évoque un petit peu, mais pas approfondi. Alors, quelle est la solution fondamentale de l'équation de la chaleur? J'ai noté θ, grand θ de t de x, qui a cette formule 3, et naturellement, c'est la fonction, pour t fixé, c'est une fonction gaussienne. Bien. Et si nous faisons la conversion par rapport à x, par rapport seulement à l'espace, de cette fonction θ avec une fonction donnée u0, alors cette fonction vérifie l'équation de la chaleur au kappa, c'est une constante, c'est extrêmement positive, et aussi la condition initiale qui tend vers U0, fonction donnée. Bien. Si il y a encore une autre fonction f de t de x, alors nous pouvons nous pouvons définir la fonction u de t de x, conversion de grand θ avec u0 par rapport à x, et puis une autre conversion, cette fois non seulement par rapport à x, mais par rapport à t aussi, de f donc deviendra f de sy, et alors
cette fonction vérifie l'équation de la chaleur non homogène, c'est-à-dire équation de chaleur plus une terme, disons, libre, Ftx. Et naturellement, vérifie la condition initiale. Bien. Alors, petite remarque. Alors, vous voyez le tournon, la formule 5, vous voyez que nous n'avons pas besoin, vous connaissez bien cette grand θ, fonction gaussienne pour t fixé. Donc, pour faire l'intégrale, nous n'avons pas besoin de U0 soit intégrable. Si U0 est borné, aucun problème, nous pouvons faire cette intégrale bien définie. C'est la même chose pour le f. Donc, ici, l'intégrabilité n'est pas essentielle. Alors, introduisant dans le problème technique, ça veut dire que cette fonction u de t, u de tx, l'utilisation de l'espace de Sobolev n'est pas utile. Parce que l'espace de Sobolev, on a besoin d'intégrabilité. Sinon, on ne peut pas définir, on ne peut pas définir le lien. Alors, l'espace fonctionnel plus adéquat sont celui beaucoup plus simple, espace de fonction k fois continuellement dérivable avec la norme de sup. Et bon, c'est quelque chose d'assez élémentaire que nous connaissons bien. Ou bien, espace de Herder. Espace de Herder, peut-être on n'utilise pas très souvent. Et toutefois, ici, quelque chose qui est utile dans ce contexte. Alors, pour rappeler qu'est-ce que c'est l'espace de Herder, il faut rappeler un peu de continuité herderienne. Et pour ça, nous avons besoin d'un peu de notation que nous devons introduire. Je m'excuse, un peu compliqué, mais au fond de compte, ce n'est pas difficile. Vous voyez cette continuité herderienne, phi de t de x moins phi de t de y divisé par x moins y valeur absolue à la puissance sigma, sigma entre 0 et 1. Strictement positif, naturellement. On peut être 0, mais ce n'est pas intéressant. Alors, utilisant cette norme, nous pouvons définir, pardon, ah oui, nous pouvons obtenir une estimation utile pour l'équation de la chaleur. Alors, l'estimation fondamentale, estimation fondamentale, formule 7. Donc, vous voyez, l'ordre, l'indice, F est K plus sigma. U est K plus 2 plus sigma. C'est-à-dire que la solution de l'équation de la chaleur gagne 2 fois la dérivabilité. Et il me semble que cette idée remonte jusqu'à Schauder, mais dans le livre de Zdrajinska et Solonik-Vurartseva est bien présenté, donc j'ai cité le livre de Zdrajinska et Solonik-Vurartseva. Et démonstration, vous voyez, démonstration, naturellement, on ne peut pas maintenant entrer la démonstration propre, mais démonstration utilise exactement ce que j'ai écrit, grand θ. Grand θ, donc conversion de grand θ avec F, 2 points différents, et on fait la différence dérivée seconde. Dérivée seconde parce que dans cette estimation
ce qui est fondamental, estimation de dérivée seconde par rapport à x. Et puis, on peut, bon, manipuler un peu, on peut arriver à des estimations 7. Donc, utilise cette solution fondamentale et on fait de calcul, on arrive à cette estimation. Estimation 8, 9, ce n'est pas difficile, c'est le même type de raisonnement. On peut arriver naturellement à l'équation de Charles un petit peu plus générale. Bien. Alors, s'il y a la dérivée première par rapport à x, qu'est-ce qu'on fait? Donc, maintenant, c'est l'équation de, disons, transport-diffusion. Alors, l'idée de la Radiensky-Solonic-Ferrari est de ramener dérivée première à second membre et utiliser cette estimation itérée, disons, comment dire, un type de approximation successive, on arrive à résoudre cette équation. Bien. Alors, retournons à cette fonction grand θ de Tx, et cette fonction a relation avec le mouvement brownien. En effet, grand θ, si kappa égale 1,5, naturellement, on peut, ici, c'est la question, un peu, disons, simplement question de convention, donc ce n'est pas essentiel. Mais bon, pour faciliter, nous considérons kappa égale 1,5. Alors, le grand θ est exactement la fonction de densité du mouvement brownien standard. Donc, si vous voulez, j'ai écrit ici cette égalité qui définit cette fonction de densité. Et alors, ce que j'ai écrit avant, la solution de l'équation de la chaleur, dans le cas, par exemple, de conditions initiales, seulement de conditions initiales, on peut écrire, même utilisant espérance mathématique, avec mouvement brownien BT. Donc, ut de x égale conversion de grand θ pour t fixé, grand θ avec u0. Mais on peut même écrire espérance mathématique de u0 calculée au point x moins bt. Et ici, peut-être il est bon de faire un dessin, mais je m'excuse, je n'ai pas préparé ce dessin. Comme il s'agissait que le mouvement brownien retourne vers le passé. Et en effet, cette propriété qui peut être utilisée pour l'équation de type parabolique a été déjà observée par Kolmogorov en 1931. C'est intéressant, date intéressante parce que 1933, Kolmogorov publie l'axiomatisation de théorie de probabilité qui est fondamentale, tout le monde, utilisée par tout le monde aujourd'hui. Et même 12 ans avant, il observe cette propriété. Alors, maintenant, il faut il faut expliquer dans le langage moderne. Alors, dans le langage moderne, c'est-à-dire qu'on considère l'équation stochastique 10, donc si, qui par t arrive jusqu'à s après t. Alors, dans cette équation, on peut résoudre, nous connaissons, naturellement, il faut avoir certaines conditions de A et B. Bon,
supposons que nous avons bonnes conditions, alors on peut résoudre cette équation. Nous avons la solution de cette équation xi avec, avec paramètres t et x, on a ce processus stochastique. Processus stochastique, donc, utilisant ce processus stochastique, et nous pouvons représenter la solution de l'équation parabolique 11 comme espérance mathématique de une fonction donnée psi, calculée au point psi tx, et on fait la espérance mathématique. Alors, oui, nous avons cette équation, bon, équation bien est appelée équation de Kolmogorov inverse, mais c'est la équation type parabolique, similaire à la parabolique, mais condition finale. Au lieu de condition initiale, nous avons condition finale. Mais ce n'est pas bizarre parce que la signe de cette partie de la diffusion est signe contraire. Donc, en réalité, nous devons considérer t, le temps t inverse. Donc, condition finale, en réalité, moralement, c'est la condition initiale. Démonstration, par exemple, vous pouvez trouver Riemann-Koolhaas, même dans l'Oxander, mais Oxander est un peu plus compliqué. Alors, cette méthode de représentation stochastique de la solution de l'équation parabolique nous permet de faire tendre le coefficient de diffusion tend vers 0, sans problème, parce que cette équation que nous avons déjà vue, maintenant réécrite comme équation 13, vous voyez facilement ici epsilon, faire tendre epsilon, il n'y a aucun problème, c'est facile. Et donc, ça redonne le comportement de solution lorsque le coefficient de diffusion tend vers 0. Toutes les grandes études se trouvent dans le livre de Braden-Benzer. Et alors, ce problème nous intéresse. Ça nous intéresse dans le sens que nous considérons par exemple l'équation de transport-diffusion, la première équation, et lorsque kappa tend vers 0, qu'est-ce qui se passe? L'équation deviendra naturellement sans kappa Laplacienne de U, kappa égale 0, donc ça disparaît. Alors, du point de vue physique, si cette équation représente vraiment un processus de transport-diffusion, nous verrons que solution tend vers solution de équation de transport. Et effectivement, cette représentation stochastique donne ce comportement. Mais dans le langage de probabilité, et non-linéarité crée beaucoup de problèmes. Ça a été beaucoup étudié et Étienne Pardo, il y a beaucoup de discussions, etc. Et ce n'est pas facile. Alors, dans le cadre de l'espace de Soberfeu, qu'est-ce qui se passe? Et ça ne marche pas très bien. Parce que si on veut étudier l'équation de type parabolique, la première chose qu'on fait est multiplier cette équation par U même, et on fait intégration par partie, on obtient une première estimation que j'ai écrite ici. Mais vous voyez tout de suite, le deuxième membre, il y a 1 sur kappa. Lorsque kappa tend vers 0, ça tend vers l'infini. Donc, cette estimation ne sert à rien. Et donc,
est-ce pas cette manière de procéder ne marche pas bien pour cette étude? Euh, alors, dans cette orientation, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, par exemple, on considère solution généralisée, mais de manière très radicale. C'est-à-dire que ici, U, sur U, il n'y a aucun dérivé. Tous les dérivés ont été transportés, euh, euh, transportés sur phi, fonction test. Alors, fonction test, une fonction donnée, on peut supposer sans problème la régularité. Alors, kappa, l'opération de U, kappa tend vers 0, ça tend vers 0, évidemment. Alors, à partir de cette information, on peut chercher une certaine, oui, une certaine convergence. Oui, c'est vrai, mais ça ne donne pas convergence dans un espace plus fort, topologie plus forte. Et ça ne donne pas la possibilité de considérer F qui dépend de E. Donc oui, il y a, mais ce n'est pas non, ça ne donne pas de résultat suffisant, disons. Alors, retournons à l'équation de Chareur avec solution fondamentale. Je vais faire une petite remarque. Une remarque très simple. Alors, considérons l'équation de, j'ai écrit équation étoile, équation de transport de fusion. Mais transport B est fonction seulement de T. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il suffit de faire introduire ce changement de variable si égale x moins intégral de entre 0 et t de b de s. Alors, on a, si j'écris dérivé, on peut faire ce calcul. Après ce calcul, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'équation se transforme. L'équation se transforme simplement l'équation de Chareur, même non homogène avec F, mais ce n'est pas important. Alors, nous pouvons résoudre cette équation par utilisant l'équation fondamentale avec la solution fondamentale de l'équation de la Chareur. Oui. Alors, conclusion de la première partie. Là, certes, cette équation dans la fonction B, si B, non seulement de B de t, mais B de t de x, naturellement, ce raisonnement ne marche pas. Mais si on réussit à utiliser cette propriété, localement, si on peut construire une approximation et si l'approximation converge à la solution, peut-être on peut obtenir quelques résultats intéressants. Alors, c'est l'idée. Et avec cela, nous avons construit certaines, disons, machines de étude de cette équation. Alors, j'ai cité ici la première partie, donc première partie sur le discours général, référence, mais références, tous sont hyper classiques. Donc, bon, simplement j'ai cité pour, disons, devoir, mais il n'y a différence, il n'y a rien de particulier. Alors, jusqu'ici, s'il y a des questions, Thank you very much for this very nice presentation and for the respect of time. We can have some questions from the audience.
So any questions so far? I have one question. Yes. Euh, Si vous préférez, je peux la poser en français. Ah oui, oui. Oui. Ouais. Ok, donc, quand vous avez parlé de l'approximation en utilisant le noyau de la chaleur, là, Oui. combien de dérivés que vous aurez besoin de contrôler pour l'approximation? Alors, effectivement, c'est la question euh, délicate. C'est délicate plutôt que nous avons besoin dans le concret. Et c'est le point critique. C'est-à-dire, naturellement, euh, ce que nous avons fait peut être critiqué parce que nous supposons trop de régularité. Euh, nous espérons d'améliorer, mais c'est un travail qui n'est pas facile. D'accord. Ouais. Ok. Ok, merci. Moi aussi, j'ai une petite question, une sorte de commentaire. Pour l'équation de transport-diffusion et Oui. le choix de la fonction vie, si on choisit la vitesse U même, eh bien, Oui. on tombe bel et bien sur l'équation de Navier-Stokes. C'est bien Euh, ça, non, 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 non. Cette équation, attendez, est quand vous étudiez ici. le... Ouais, Euh, oui, alors, effectivement, à à la fin de ce séminaire, je voudrais retourner effectivement équation de mécanique de fluide. d'accord, Mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas arrivés nous ne sommes pas arrivés à considérer le cas où B est exactement fonction inconnue. Donc, d'accord. nous voulons arriver, Mais, mais, mais mais dans c'est le une cas où on prend perspective. V, si on prend à la place de V, on prend la fonction U, on tombe sur la limite implicite limite, pour aller de Navier-Stokes à Euler. Oui, donc, non, donc, exactement, c'est la type d'équation de mécanique de fluide. D'accord. Oui, donc, je sais, nous voulons arriver, mais pour le moment, nous ne sommes pas arrivés. Euh, c'est dans le futur, nous espérons, mais c'est un problème évidemment difficile. Mais si on peut résoudre, c'est une révolution.